literatury. Je mi ctí představit vám francouzského autora, který k nám přijel až z daleké Paříže. Jeho jméno je Eric Faye. Autor se narodil ve středofrancouzském městě Limoges a původním povoláním je novinář. Píše reportáže pro agenturu Reuters a toho také píše eseje, romány, povídky. Jeho prvotina, která je věnována albánskému spisovateli Ismailovi Kadare, je sbírkou esejů a rozhovorů o tomto fantastickém autorovi a tato fantastičnost se promítá i do díla samotného autora. Ještě bych zmínil, že autor vstoupil v známost literární komunity díky několika románům, za které obdržel celou řadu cen. Mezi těmi nejvýznačnějšími je potřeba zmínit cenu 2 magotů, což je cena, která byla zřízena ve Francii ve 30. letech pro Raymonda Queneau za jeho knihu La Chien d'An, protože všichni velcí autoři dostali nějakou cenu, kromě něj. Nicméně tato cena je tedy každoročně udělována za nejlepší román na pomezí reality a fantastična. Eric Faye nám přečte úryvky ze sbírek novel a povídek, mezi kterými jsou i autobiografické texty. Ještě bych zmínil, že jedna z těch sbírek novel, která se jmenuje Métrain de nuit, což by se dalo přeložit jako Mé noční vlaky, jedna z povídek v této sbírce se odehrává u nás v České republice. Autor se svěřil, že je to pro něj velice důležitý text. Tedy Eric Faye. Bonsoir. Dobrý večer. Je vais commencer à vous lire la première nouvelle, c'est la plus courte que j'ai écrite. Přečtu vám svoji první novelu, je to ta nejkratší, kterou jsem kdy napsal. Pour que vous puissiez commencer à vous habituer à moi. Abyste si na mě mohli zvyknout. C'est la plus courte, mais c'est celle qui a donné son titre au plus gros recueil de nouvelles que j'ai écrit. Je to ta nejkratší a je to i ta, která dala titul celému souboru novel. Un clown s'est échappé du cirque. Un clown s'est échappé du cirque tôt dans la matinée, profitant de ce que chacun répétait son numéro dans son coin. L'alerte n'a été donnée qu'à l'heure du déjeuner, lorsqu'on s'est aperçu qu'il n'était pas à table et ne répondait pas aux appels. Où était-il passé, lui qui ne quittait jamais les parages de sa roulotte? La police a lancé des recherches, barré les routes du canton. Des hélicoptères ont décollé d'un peu partout, même si, répétait-on sans cesse pour se rassurer, c'était un spécimen peu dangereux, un clown sur le retour, qui ne se renouvelait jamais et ne savait plus guère manier l'arme du rire. Dans les écoles, la rumeur a vite couru, et les élèves ont bravé l'ordre du maître. Ils n'ont pas cessé de lorgner par la fenêtre. À l'heure de la sortie, en milieu d'après-midi, il n'était pourtant question que de la chasse à l'homme. Les policiers ont resserré leur étau, passé le maquis au peigne fin, et la nouvelle est tombée à point pour les actualités du soir. L'homme venait d'être localisé et encerclé. Un peu plus tard,
Il a pu être endormi avec un fusil à seringue hypodermique, capturé et puis reconduit à sa roulotte. Les parents ont poussé un soupir. Leurs enfants allaient enfin cesser de regarder dehors et se mettre à leurs devoirs. Demain, en contrôle, ils auraient de bonnes notes. Et s'ils étaient sages le reste de la semaine, ils iraient au cirque samedi. Je vais passer à... Alors, je vous lis des nouvelles, de recueils de nouvelles différents qui s'étagent, enfin, sur 20 ans. J'ai écrit depuis 20 ans des nouvelles et voilà, c'est des échantillons différents de ce que j'ai fait. Et la prochaine que vous allez lire, entendre, c'est moi qui vais lire, s'appelle Un dîner chez les Zeus et se passe donc aujourd'hui, malgré la présence de dieux grecs d'il y a 2 ou 3 000 ans. Další povídka je z jiné sbírky povídek, protože to, co vám tady ukážu, to je vlastně průřez mým dílem. Publikuju už 20 let a každá ta povídka, kterou vám tady přečtu, je tedy z jiné sbírky. Povídka, kterou teď budu číst, se jmenuje Večeře u Diových a navzdory tedy titulu se odehrává v realitě v současnosti za nepřítomnosti samotného dia. Un dîner chez les Zeus. Là-haut, s'écrie Poséidon, tout s'essoufflé. J'espère que tu parles juste, lui dit Hermès, en sueur, 10 mètres plus bas. Hermès qui monte entre les roches en s'aidant de son caducée. Quelle idée Zeus a-t-il eu de déménager et d'aller crécher si haut? Il craignait le dérangement, la promiscuité. Les hommes, m'a-t-il expliqué, ils ont construit un refuge près du sommet de l'Olympe. Et ils sont de plus en plus nombreux à faire l'ascension. L'été. Tu connais le vieux, il n'aime guère les hommes. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Bon, il faut dire à sa décharge. Hermès et Poséidon atteignent un escarpement à quelques dizaines de mètres de la grande villa. Ils s'arrêtent, halettent, reprennent leur souffle. Quel froid, soupire Hermès. J'ai l'habitude des voyages dans des contrées inhospitalières, mais là, n'est-ce pas Héra, là-bas, sur le perron? J'espère qu'elle est bien lunée. C'est elle, oui, elle a vieilli. Paraît que Zeus, c'est pire encore. Vieillir quand on est mortel, c'est abominable. Mais vu notre sort, comment veux-tu rester intact? Même Apollon et Aphrodite, dit-on, ont mis des rides. Ils viennent eux aussi? Ils seront là ce soir? Je pense. Tu n'auras qu'à demander confirmation à Héra. Hermès et Poséidon poussent un portail qui grince. Les voici maintenant dans l'enceinte de la villa. Quel beau bâtiment, fait Poséidon. Si c'était un navire, il aura un sacré tonnage. Héra leur adresse un signe. Un chien noir s'élance à leur rencontre en jappant. Héra l'apostrophe sèchement. Cerbère, couché, gentil. Tiens, Hadès est là, soupire Hermès. Il n'a pas dû changer, lui, ponctuel et incapable de se déplacer sans ce foutu clébard. Hermès et Poséidon embrassent Héra et entrent dans le vestibule. Salut Héra, heureux de te revoir, fait Poséidon. Hermès minaude. J'espère que nous ne sommes pas les derniers. Comme il fait bon ici, Héra. Poséidon s'extasie sur les colonnades, sur les cloisons ornées de fresques, et il se tourne vers la déesse, admiratif. Comment avez-vous trouvé à vous installer ici? Encore une idée de Zeus, répond-elle. Nous n'en pouvions plus sur l'Olympe. Il broyait d'eau noire tous les jours. Ça me donnait le bourdon. L'Olympe lui rappelait sans cesse l'époque faste où les hommes croyaient en lui. Je veux dire, en nous. Alors il a pensé à ces montagnes, encore inhabitées. Nous sommes là sur le sommet,
où Prométhée avait été enchaîné. Ce cher Prométhée, coupe Hermès, s'il n'avait pas fait cadeau du feu aux hommes, peut-être aurait-il pour nous un peu plus de considération aujourd'hui. Ne remarchez pas ça, entrez plutôt. Vous prendrez bien un verre de nectar pour vous réconforter. Nous servirons l'ambroisie quand tout le monde sera là. Suivez-moi. Du nectar, ronchonne Hermès. Depuis combien de temps n'en ai-je pas bu? Avant, quand je faisais mes tournées, on m'en offrait partout un petit verre. Il saisit une coupe et continue. Et où est le vieux? Oh, il est très mauvais poil. Il s'isole dans son bureau, ne voit plus personne, pas même Athéna. Il dit que c'est la faute du Christ. On ne peut pas supporter une concurrence pareille de nos jours. On frappe. Entre Apollon et Arès, suivis de Pallas, Athéna. Tous sont venus par la voie des airs. Ils s'extasient sur l'endroit, sur la villa. Héra, quelle bonne idée de se revoir comme au bon vieux temps. Vous vivez en reclus. Est-ce Arès qui déclame, Apollon qui roucoule? Tous deux ont ouvert le bec avec ostentation et leurs yeux étincellent. Ils se tournent vers Poséidon et Hermès, font mine de ne les apercevoir que maintenant. Tiens, qui voilà? Mais Héra s'interpose. Entrez, entrez, Zeus ne tardera pas. De toute façon, nous n'attendons plus personne, je crois. Héphaïstos s'était fait excuser. Il a une éruption aux Philippines. Dionysos et Déméter ont des récoltes à surveiller. Éole, un typhon à Cipango, etc. Bref. Et Hadès, c'était bien Cerbère dehors qui s'est jeté sur nous? Hadès? Héra frémit soudain. Oui, il est là. C'est avec lui que le vieux est enfermé, depuis une heure. Il vous en parlera lui-même. Héra, tu nous caches quelque chose. Pour tout vous dire, Zeus était très déprimé. Plus personne ne le vénère. Il rabâche, serine, remâche, rumine, ressasse toute la journée. Peut-on encore se proclamer Dieu si personne ne croit en vous? Si ceux qui sont à vos pieds nient l'existence de vos pieds? Ah, maugréa Arès, une crise d'identité. Nous connaissons tous ça, nous autres, périodiquement. Et il ne tente rien? Que veux-tu faire? Il n'existe pas de psychiatre pour les dieux neurasthéniques. Plus aucune offrande depuis 2000 ans. Plus aucun sacrifice. Et tous les sanctuaires en ruine. Piétinés par les touristes. Charcutés par les archéologues. Et le tonnerre, les foudres. Oui, de temps en temps. Il s'en sert bien encore un peu, mais crois-tu qu'en bas, ça leur fasse repenser à Zeus? Ils expliquent tout par leurs prétendus phénomènes scientifiques aujourd'hui. Toi, Apollon, tes flèches qui provoquent des épidémies, crois-tu qu'elles leur rappellent ton maléfique pouvoir? Et Vulcain, avec ses éruptions. Et toi, Arès, tes guerres. On ne pense plus à nous que dans les manuels de classe et les guides sur la Grèce. C'est une infamie. Allah se pavane sur nous en ce moment. Il se targue de conquérir de nouveaux marchés en Afrique et en Asie. Même si dans 1000 ans, il n'est plus mentionné que dans les bouquins sur l'Arabie, imagine sa tête. Le vieux tente de se consoler comme il peut, je vous rassure, intervient Héra. Mon collègue nordique, Tyr, est au désespoir, enchaîne Arès. Les peuples qu'il adulait sont devenus les plus pacifiques de la planète. Ils contribuent, m'a-t-il dit, à des... Attends, tiens-toi bien, comment c'était? Ah oui, des forces de paix. C'est le monde à l'envers. Toi, au moins, Arès, de ce côté-là, avec tes pays méditerranéens, oh, je t'en prie, depuis 50 ans, rien de consistant. Les meilleures armes restent à l'armurerie. Ils les fabriquent, ils les stockent, puis ils décrètent leur interdiction. C'est à s'arracher les cheveux. Même les Grecs ne croisent plus le fer. De temps en temps, l'orage gronde avec les Turcs, puis tout rentre dans l'ordre. Tout ce qu'ils font, c'est laisser piétiner leur terre par des hordes barbares pendant l'été. J'ai honte. Poséidon sort à grand-peine de son mutisme. Les hommes nous ont remplacés par des gouvernements, oui.
Ministre de la mer par-ci, ministre de la Défense par-là, ministre de l'Agriculture. Il se montre partout, il plastronne, il voyage par la voie des airs, comme toi, Athéna, avec tes sandales d'or. Eux, ils ont des ailes en métal, ils vont aussi vite que toi. Et quand les humains sont mécontents de leur ministre, ils les remplacent. Voyez l'avantage sur nous des divinités sur sièges éjectables qui font des risettes pour plaire à leurs fidèles. Oui, le monde à l'envers. Alors nous, bien sûr. Mais qu'est-ce que Zeus et Hadès peuvent bien concocter ensemble? Je t'ai dit qu'il était très déprimé, reprend Héra. Tiens, hier, encore une fausse alerte. Il croyait à un regain du culte, à un petit quelque chose. Vous savez comme il espère. Et ce n'était qu'un tournage de film sur la guerre de Troie ou sur la chute de Sparte. Enfin, bref, rien de sérieux, du théâtre, du carton-pâte. Et alors? Alors il a convoqué Éole, qui a déchaîné une tornade sur tout ça. Les décors ont été dévastés en quelques secondes. Mais bon, on nous singe, dit-il. S'il existait un tribunal pour litige entre dieux, il attaquerait Allah et Jéhovah et leur réclamerait des dommages et intérêts. Mais attendez, je crois que je les entends venir. Zeus paraît dans le Mégaron par la porte du fond, Hadès à ses côtés, ainsi que Charon le notonnier. Cerbère est là, lui aussi. Il halète en tirant ses 3 langues et puis bave partout. C'est lâche. Mes amis, s'exclame le patron des dieux, mes fils, mes frères, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Vous vous en doutez? Je ne vous ai pas fait venir uniquement pour siffler du nectar et grappiller des pampres. J'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui me serre le cœur. Depuis combien de siècles attendons-nous un signe des hommes? La semaine dernière encore, j'étais chez Pâle, en compagnie de Thor. Eux aussi ont les nerfs à vif. Après nous avoir répudiés, les hommes se sont tournés vers de nouvelles divinités, vers une seconde génération, plus sommaire, dégénérée, avec un dieu pour chaque continent, un dieu polyvalent, comme si l'on pouvait s'y connaître dans tous les domaines. Comme si, tiens-toi, Arès, tu t'y connaissais en matière de vent et de moisson, et tu pouvais remplacer Éole ou Déméter, comme ça, au pied levé. J'espérais, je ne sais quoi, un retour de flamme en notre faveur, mais les oracles, où que nous les lisions, sont défavorables, mes fils, mes frères. Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis notre mise à l'écart. Et les hommes, paraît-il, croient de moins en moins en l'utilité des dieux. Ils les laissent tomber tour à tour en désuétude. Les temples où ils les vénéraient sont de moins en moins fréquentés. Nous pourrions nous en réjouir si cela jouait en notre faveur, mais il n'en est rien. Et maintenant, les hommes ont acquis une force plus grande encore que mes foudres, celle de détruire leur race. Oui, je vous vois sourire, vous prenez à espérer. Ce que le vieux n'a pas réussi à faire, les hommes eux-mêmes le feront tout seuls. Mais ce sera alors Poséidon au prix des flots, au prix des vents et des tempêtes qu'Éole déchaîne, au prix des moissons que Déméter inspecte. Cette terre sera un désert brûlé au dernier degré, un monde invivable que nous devons fuir. Pour où? Pourquoi? Les hommes nous ont placés à la croisée des chemins. Je tenais à vous dire que je suis là de tout ça, reprit-il après un silence. J'ai beau boire et reboire du népenthes, l'exil qui donne l'oubli des mots, tout me revient en mémoire. Je ne peux tirer un trait sur les hommes, ils m'obsèdent de jour, puis me harcèlent dans mes cauchemars. Pire, de plus en plus souvent ils m'effraient, je dois vous l'avouer. Je lis sur vos visages que vous n'êtes pas loin, mes frères et mes fils, de partager mon opinion. J'en viens donc à ce que je voulais vous annoncer. J'ai décidé de quitter cette villa. Non pas pour emménager encore sur un autre pic, un violet où il ferait encore plus froid, non. Les dieux, je crois, n'ont plus rien à faire sur les sommets. C'est un Olympe renversé qu'il nous faut, dans les entrailles de la terre, un abri contre la folie des hommes, pour tenter de leur survivre. Moi, leur père, ils ne savent plus se servir du feu. Jour après jour, ils jouent avec. Hélios, si tu étais là, tu entendrais qu'ils finiront par transformer la terre en une boule ardente comme le soleil. J'en suis certain.
Qu'ai-je donc fait le jour où je les ai créés? L'insensé, nous étions si heureux à guerroyer entre nous, avec les titans, les demi-dieux. Hadès, mon frère, parle à ma place, je n'en puis plus. Je n'ai plus le courage de continuer, et ne trouve plus mes mots. Explique donc à tout le monde que tu vas m'accueillir dans une suite de ton enfer, et que je veux m'y retirer pour le restant de l'éternité. Quant à toi, Charon, le notonnier, va, tu peux préparer la barque. Jarou to dobře slyšet. C'est une nouvelle d'un autre recueil à propos des hommes qui se plaignent de leur... on a beaucoup parlé du féminisme, mais là ce sont des hommes qui se plaignent de la condition des femmes, des avantages qu'ont les femmes. Teď půjde o povídku z další sbírky, která je o mužích, kteří si neustále stěžují na to, jaké mají ženy výhody stále. De la vitesse en toutes choses. Ce serait donc une société et une époque en tout point comparables aux nôtres, où les femmes auraient pris les rênes peu à peu, à l'insu des hommes qui ne se seraient pas rebellés, jusqu'au moment où la dite société connaîtrait un accès de fièvre. Les hommes feraient la grève de la virilité, on jouerait à l'envers l'assemblée des femmes d'Aristophane. Au bout de quelques semaines, à force de manifestations et de sit-in, le pouvoir féminin accorda une première concession et créa un ministère de la condition masculine. Le nouveau portefeuille échut à un homme, certes efféminé, glabre, mais enfin un homme. Aucun expert n'est mis de doute. Sous la pression de l'agent masculine, le ministre convainquit le reste du gouvernement d'octroyer quelques avantages au sexe lésé. Pas de poste de pouvoir ou de droits nouveaux, non. Les hommes naissaient libres et de surcroît ils tenaient encore beaucoup de leviers de commande. Non, ce qu'ils réclamaient, c'est qu'il fût remédié à leurs problèmes essentiels. Toutes les études montraient qu'ils vivaient en moyenne 5 à 7 ans de moins que les femmes et le fossé s'élargissait au fil des générations. Les femmes s'envolaient vers le centenariat pendant que eux, ils stagnaient autour de 3 piètres quarts de siècle. Ce dont ils avaient besoin, c'était de temps. Mais comme naturellement, on ne pouvait en distribuer au tout venant, et que dans ce monde, on avait horreur d'être lent, alors on décida d'user de subterfuges. On leur permit de vivre plus rapidement, rognant quelques minutes ici et là sur les activités et sur les attentes inutiles, de telle façon qu'à l'automne de leur vie, ils aient la ferme impression d'avoir en 70, disons 65 bonnes années, autant croquer la vie qu'une femme ne le fait, elle, en 85 ou 100 printemps, n'est-ce pas? Ainsi, au fil des mois, ce gouvernement a-t-il adopté une batterie de mesures. Ont été décidées l'ouverture, pour les hommes exclusivement, de voies express où la vitesse est limitée à 160 km/h et non plus 120, et la mise en vente d'autos à 6 vitesses. De même, on a donné priorité aux messieurs dans les salles d'attente des dentistes et des médecins. Il en passe en moyenne 3 pour une femme. Au nombre des autres réformes qui touchent aux différents aspects du quotidien, on affecte aux hommes pressés des wagons à l'avant des trains de manière à ce qu'ils gagnent du temps à l'arrivée dans la gare. Pour eux ont été balisées des pistes de ski plus vertigineuses que les pistes les plus noires et mises au point des formules d'enterrement express avec une messe en 10 minutes. Citons pêle-mêle aussi quelques autres mesures destinées à changer leur vie. À l'usage des classes lettrées sont diffusés aujourd'hui des condensés de livres
qui font qu'au terme de sa vie, tout homme s'en va avec l'assurance d'être aussi cultivé que le sera son épouse lorsqu'elle aura le réflexe enfin de s'éteindre, avec aussi le sentiment d'en savoir autant qu'elle, voire plus, sur d'indigestes pavés comme guerre et paix, voir ce Finnegan's Wake où le temps est retenu, soupesé de manière insupportable, et auquel son auteur consacra, dit-on, 17 ans. Pour ce qui est de la vie sentimentale, les agences matrimoniales ne sélectionnent plus les brunes espiègles ou les blondes platinées. Leur préférence va désormais aux femmes ponctuelles, celles qui surtout ne doivent plus être fatales. Médicalement parlant, pour terminer, dans le but avoué de rétablir l'équilibre de l'espérance de vie, on greffe sur les patients en danger des organes donnés par des femmes, un rein issu de belles chutes, un cœur en or ou un cœur de pierre, un pied de biche ou une hanche de choix, comme un garagiste s'amuse parfois à implanter un moteur de Porsche sous le capot de sa 2 chevaux. On pourrait, à quelques éléments près, recomposer un homme à partir d'organismes féminins. Et là, les expériences, les réformes se poursuivent, mais au fond, l'écart demeure, rien n'y fait. Autant demander à Mars de prendre Vénus par surprise. Chacun fait la course sur son orbite respective et n'en sortira jamais. Rien de neuf sous le soleil. Ces femmes qui ont la politesse d'être à la traîne aux 100 mètres ou aux 4000 mètres, une fois tous les 4 ans, l'emportent toujours dans la course de fond de la vie. Leur partenaire de l'autre sexe déclare invariablement forfait avant elles. L'homme a toujours la même vis de fabrication, une pièce qui, trop efficace sur les courtes distances, lâche en fin de compte plutôt que celle de sa compagne. Carpe diem, carpe. Les expériences et les réformes se poursuivent. Ainsi, le présent texte, que vous lirez en diagonale, est-il un résumé, à l'usage exclusif des hommes, d'un document original de 179 pages conçu pour expliquer les mutations de la condition masculine dans notre société ces dernières années. La nouvelle que je vais vous lire a un point de départ très précis. C'était au bord de la mer, dans un café, un voisin de table, enfin, que je ne connaissais pas, qui avait un rire très très particulier. Un rire d'animal, je ne sais pas comment dire, un rire d'âne ou un rire de vache, et qui parfois une nouvelle commence à partir d'un petit détail comme ça, un homme qui fait un bruit de vache à côté de vous. Další povídka měla zvláštní původ. Vznikla, nebo jejím východiskem byl podivný zvuk, který vydával člověk, jenž seděl vedle mě v kavárně na mořské pláži, který se smál jako kráva. Osel nebo jako kráva se smál. Je pense que le titre est incompréhensible en tchèque parce que c'est à partir d'une expression française. On parle de joyeux drilles. Et là, le titre c'est « Les drilles ne sont plus joyeux », ce qui, je pense, traduit littéralement, ne veut rien dire. Donc, pardonnez-moi et pardonnez le traducteur si le titre que vous lisez là-haut ne veut rien dire. Já myslím, že ten titul je nepřeložitelný, protože se vztahuje k jedné francouzské hře a pokud se to přeloží slovo od slova, tak to vůbec nic neznamená. To znamená, promiňte překladateli, pokud ten titul přeložil nějak nesrozumitelně. Les drilles ne sont plus joyeux. Tout avait commencé par ce rire biblique à une terrasse de café du petit port de C, si tranquille à une heure pareille.
Un rire que rien ne semblait en mesure de contenir, en expansion fulgurante. À la fois genèse, Big Bang et vacarme insupportable. Les 3 personnes tombées sous son emprise échappaient à tout contrôle, au point que seules des injections d'un produit soporifique ou quelques coups de feu bien sentis auraient permis de rétablir le calme. Une plaisanterie avait mis en branle tout un tohu-bohu de notes aiguës frisant le braiement, notamment chez l'un des membres du trio que, par commodité, nous appellerons l'âne. Plusieurs versions de la plaisanterie ont circulé, mais nul ne sait exactement laquelle a mis le feu aux poudres. Après quelques instants de perplexité, les clients des tables voisines avaient échangé des sourires de connivence, discrets, entre amis. Et puis, rapidement, des sourires francs, entre inconnus. Non seulement l'âne ne pouvait s'arrêter, mais l'état de ses comparses n'inspirait aucun espoir. L'âne hoquetait, s'étouffait, il retrouvait un semblant d'air et alors il en pleurait. Et puis la mécanique infernale repartait de plus belle. Soudain, il avait viré dans les aigus, tant et si bien qu'une cliente s'était mise à rire, à son tour, mais sans aucun scrupule. Et dès lors, le pays avait été perdu. Quelqu'un d'autre avait-il entendu lui aussi la plaisanterie et l'avait-il répercuté? Il n'avait pas fallu une minute pour que le fou rire se propage à la terrasse entière. Les serveurs venus prendre des commandes n'obtenaient aucune réponse intelligible. Au milieu de ce pandémonium, l'âne s'était coupé du monde extérieur, occupé qu'il était à retrouver son souffle entre 2 gerbes de sonorités insolites, encouragé dans ses hoquets par les visages en larmes aux tablés alentours. Les promeneurs, les habitués du port, marquaient le pas. Ils s'arrêtaient, ils souriaient. Et puis, parce que le phénomène semblait s'installer dans la durée, eux aussi laissaient libre cours à leur hilarité. Il se trouva alors qu'un promeneur céda à une crise de braiement, à la limite du supportable. Il se trouva qu'à bord des bateaux à quai, plusieurs pêcheurs, parmi les plus bourrus, les plus taiseux, découvrirent largement leur dentition à s'en décrocher la mâchoire, et ils laissèrent échapper leurs cigarettes. Certains en perdirent l'équilibre, leurs embarcations tanguèrent, les clés empilées vacillèrent, des poissons regagnèrent l'eau à force de torsion. Irrité par la clameur, l'adjoint du maire, qui négociait au téléphone une subvention importante, pria son interlocuteur, le sous-préfet, de l'excuser une seconde, le temps qu'il aille fermer la fenêtre. Il revint un long moment plus tard et ne trouva que lamentablement ces mots entre 2 accès de rire. Interloqué, le sous-préfet raccrocha, jugeant son autorité entamée et classant définitivement le dossier de la subvention. Quelques minutes plus tard, la sous-préfecture rappela. Monsieur le sous-préfet avait sommé un subordonné de partir en éclaireur, téléphoniquement sans temps, pour déterminer si le personnel municipal de C avait retrouvé la raison. On laissa sonner longtemps. Enfin, vers le 20e coup, quelqu'un décrocha et émit un « oui » piétiné, élastique à l'infini. Il fut impossible, mais impossible d'obtenir le moindre autre mot. Quant aux autres postes de la mairie, soit ils ne répondaient pas, soit ils donnaient sur des onomatopées sans queue ni tête, sur des pincements de lèvres, des silences interrompus, soudains par un gloussement. C'en était trop. Le sous-préfet appela le commissariat de C, où une voix sérieuse eut le temps de prononcer « Allô ?» avant d'être emportée dans une cataracte de sons voisins, eux aussi, du braiement. Bientôt régna un étrange désordre au péage proche de C. Informés par des automobilistes, les employés s'esclaffaient, abandonnaient un à un leurs édicules pour chercher de l'air. Des voyageurs intrigués garaient leurs voitures sur la bande d'arrêt d'urgence. Gagnés par l'euphorie, ils ne pouvaient plus reprendre le volant. Ceux qui s'y risquaient devaient vite se ranger sur le bas-côté. Aussi, l'autoroute fut-elle rapidement paralysée à la hauteur de C et le phénomène acquit-il une dimension régionale.
Le PC routier signala des encombrements d'un genre inhabituel au niveau de cette gare de péage et fit du chaos une description telle que chacun voulut faire le détour pour aller voir. Au journal de la mi-journée, l'envoyé spécial de la télévision locale ne put jamais franchir, lui, la première phrase. Livré à lui-même, la caméra s'attarda sur des individus vautrés, agenouillés à même la chaussée, le visage empourpré. Tentant un commentaire pour la énième fois, le journaliste communiqua son état au présentateur, lequel écourta le journal, cependant qu'à la sous-préfecture, les responsables en mesure de garder une contenance tenaient réunion dans le bureau du sous-préfet, chacun évitant de regarder ses collègues de peur de perdre ses moyens, ce qu'au demeurant ils firent tous, l'un après l'autre, en vertu de la théorie des dominos. Dès lors, sous l'effet des radios, des chaînes de télévision et des téléphones, les dominos s'effondrèrent un peu partout dans le pays. Les images de foules hilares, d'officiels incapables d'assumer leurs fonctions, de politiques rigolards et de militaires pouffants donnèrent au phénomène une stupéfiante vigueur. Le rire remportait une guerre éclair sans coup férir. Ceux qui le comprenaient à temps se cloîtraient, prenaient leurs dispositions en vue d'un siège prolongé, car il fallait bien que certains veillent sur le pays et que ses rouages essentiels fonctionnent, pendant que la masse perdait le sens commun. Au siège de la présidence, une cellule de crise fut constituée en toute hâte pour arrêter des mesures d'exception. On disserta longuement sur une possible attaque terroriste d'un type nouveau, la fameuse arme du rire, mais aucun mouvement de troupes n'était signalé aux frontières. Le chef de l'État intervint à la télévision pour invoquer un très vieil article 16 qui lui conférait les pleins pouvoirs et permettait, dans l'optique de sauver la nation, de proclamer l'état d'urgence. La région la plus touchée, celle d'où la catastrophe était partie, allait être isolée totalement. Les routes et les voies ferrées seraient coupées, les aérodromes fermés. C'était sans compter avec un facteur de taille. Il était trop tard. Très vite, les usines s'arrêtèrent, la bourse dégringola, on suspendit les cotations. Les bars servaient des boissons qui exacerbaient l'euphorie. Ni les barrages routiers, ni les cordons de policiers riant aux larmes ne purent rien face au chaos. Une déversion de la plaisanterie responsable de tout cela s'était répandue comme une traînée de poudre à travers tout le pays, et au siège de la présidence, on interdit formellement de l'évoquer. Probablement était-on en présence de la plaisanterie totale, celle que les humoristes recherchaient depuis la nuit des temps et contre laquelle il n'existerait aucun antidote sérieux. Pareille plaisanterie pouvait-elle s'éteindre à force de s'étendre? Était-ce un fléau biblique inattendu, une forme insoupçonnée de l'Apocalypse? Le pays entier était sous la coupe du rire. Jusqu'au moindre habitant? Pas tout à fait. Du bunker anti-atomique qui reliait la présidence au ministère de l'Intérieur, la cellule de crise diffusait sur plusieurs fréquences des appels au sérieux, des rappels à l'ordre. Mal en aurait pris à l'armée si elle avait tenté d'intervenir, car pas un traître régiment n'était en état de marche. À intervalles réguliers entre 2 heures de musique militaire, un speaker renouvelait la consigne des autorités. Toute personne ayant gardé la raison doit rejoindre sans délai la présidence pour sauver la nation. Quelques dizaines de personnes parvinrent par leurs propres moyens jusqu'à l'abri anti-atomique. On y dénombra plusieurs colonels, un cardinal, des fondés de pouvoir de la Banque centrale, des analystes boursiers et puis des fossoyeurs, un pasteur particulièrement luthérien, des directeurs des ressources humaines inhumains, 2 clowns, sans oublier ce que le pays comptait d'écrivains d'avant-garde. Cependant, les frontières du pays avaient été fermées. À Notre-Dame, un prélat
Miraculeusement épargnés, s'évertuaient à faire vibrer le bourdon. On déclenchait ici et là des sirènes, dans l'espoir de ramener un semblant de gravité. Peine perdue. Parmi les membres de la cellule de crise, certains plongeaient dans la résignation. À les écouter, on aurait cru qu'une révolution surgie de rien avait remporté une victoire écrasante. Qui tenait encore la rue? Quelle puissance tirait les ficelles? Pendant que leur esprit butait sur ces questions, le Conseil de sécurité aux Nations Unies tint réunion à huis clos. Si rien n'était entrepris, une crise humanitaire sans précédent se profilait. On parlait d'adopter une résolution. Craignant une contagion du rire à la planète entière, les places financières de l'hémisphère nord accusèrent des baisses alarmantes. Ce jour-là, la cloche de fin de séance tinta comme un tocsin à Wall Street. La fin du monde prenait la terre au dépourvu. Nul n'aurait songé qu'une civilisation pût mourir de rire. Un vent de panique souffla sur le Pentagone. Que faire face à la plaisanterie absolue? Quel groupe maléfique l'avait mise au point et propagée ainsi? Quand la lumière de cette journée particulière finit par s'éteindre, les occupants du bunker sentirent renaître l'espoir, car le gouverneur de la Banque centrale avait suggéré une solution. Il ne servait à rien de lancer des appels au sérieux sur les ondes de la radio. Il suffisait, disait-il, de racheter le rire à prix d'or. Qu'importe le montant du sacrifice, le chef de l'État restait sceptique. L'article 16 permettait donc vraiment tout. Dans la nuit, pendant que la multitude cédait au sommeil, la cellule de crise déploya à l'extérieur de petits commandos qui collèrent sur les murs des avis proposant une forte récompense. 100 000 € aux 1000 premières personnes capables de raconter la plaisanterie en gardant son sérieux jusqu'au bout, seul devant une caméra. Les volontaires étaient conviés dans les locaux de la Banque centrale où ils seraient soumis l'un après l'autre à l'épreuve. Dès l'aube, la cellule d'urgence diffusa le même communiqué, sans discontinuer. Récompense de 100 000 €. Ceux qui se présentèrent n'étaient pas tous des somnambules. Une longue file se forma. Ils affluaient de tous côtés maintenant. Ils étaient trop, beaucoup trop, et ils s'en rendaient compte. La cohue, la rage d'être admis à l'intérieur pour faire partie des 1000, échauffèrent vite les esprits. Les drilles n'étaient plus joyeux, et ils en vinrent aux mains. Il y eut des cris, des injures, des coups et des blessés. Une sirène d'ambulance, des coups de feu, des larmes, encore des cris. L'épreuve face à la caméra n'était maintenant plus nécessaire. Alors, la dernière se passe un jour de grande chaleur comme aujourd'hui. Ça aurait pu être aujourd'hui, peut-être. Poslední povídka se odehrává jednoho dne, kdy bylo velké vedro, možná, že by to mohlo být i dnešní den. Parce que j'imagine que la fin du monde doit forcément se passer un jour où il fait terriblement chaud. Protože v mých představách konec světa se musí odehrávat v den, kdy je obrovské vedro. En fait, il y a un petit détail à l'origine de cette nouvelle. Tout petit détail, j'étais en bus et j'ai vu sur un mur ce qu'on appelle des tags, des inscriptions. C'était une file de corbillard. C'était simplement, c'était même pas des tags, c'était une phrase comme ça qui était passée, je ne sais pas ce que c'était une file de corbillard. Et dans mon bus, j'ai eu aussitôt l'idée de cette nouvelle qui s'appelle « Le jour de la fin du monde ». Tahle povídka má svůj původ v takovém drobném detailu. Kam si jsem jel autobusem, už ani nevím kam.
a díval jsem se z okna a projížděli jsme kolem zdi, na které byly grafity a já jsem spatřil v těch grafity takovou kresbu, byl to pohřební vůz a za ním šel průvod pohřební. Le jour de la fin du monde. Le jour de la fin du monde, les gens se sont levés un peu plus tôt que d'habitude car ils avaient devant eux une journée chargée, sachant que ce serait la dernière. Les commerçants surtout. Dès 7 heures avant l'ouverture, ils ont affiché un peu partout sur leurs vitrines « Rabais monstre » ou encore « Tout doit disparaître ». Peu après, comme chaque jour, les premiers clients sont arrivés. Ils en ont profité pour faire de petits extras. Ce jour-là, tout a commencé très lentement, comme c'est généralement le cas en plein été. Sur un temps égal, les météorologues ont affiché un bel optimisme pour la journée. Grand soleil sur tout le territoire, pas de problème pour circuler. Quelques orages en soirée, chaleur assurée. Le jour de la fin du monde, les journaux ont paru avec leurs rubriques habituelles, annonçant simplement dans un entrefilet que le lendemain, il n'y aurait pas d'édition. Mais les encarts d'abonnement, eux, étaient toujours là, pour 6 mois, pour 1 an, tarif métropole, tarif étranger. Dans les rues régnait l'animation habituelle. Très tôt, maraîchers et grossistes ont livré bouchers, épiciers, vendeurs des 4 saisons. On s'est interpellé, on s'est invectivé. Les employés de bureau ont entamé la journée en racontant la soirée de la veille, en évoquant un match diffusé à heure de grande écoute. Ils sont allés à la machine à café, discutant le coup avec des collègues avant de s'y mettre. Puis, vers midi, par tout petit groupe, ils sont sortis, déjeuner en terrasse. Une si belle journée. Il ne fallait pas manquer ça. Le jour de la fin du monde, les cafés n'ont pas désempli. On a bu du vin rosé, des cafés, on a pris le temps de fumer une cigarette. Ensuite, chacun a regagné son bureau ou sa boutique en discutant de choses et d'autres, l'entorse de l'un, le divorce du collègue lambda, les oreillons du petit, le match de la veille. Les intimes se sont quittés. Et là, pendant un instant, l'affolement a couru dans leurs regards. Un peu de sueur a perlé sur les fronts quand tout ce monde s'est serré la main ou s'est embrassé avant de se séparer. Vers 14h30, le soleil a commencé de décliner. Imperceptiblement. La lumière n'a plus été aussi dense. Mais la chaleur n'a pas capitulé facilement. Au contraire, un vent brûlant s'est mis à souffler, qui a balayé des boulevards déserts. C'est peut-être l'heure où, dans cette journée particulière, on a le plus consulté sa montre. Chacun, une fois le ventilateur mis en marche, a continué son travail, a réglé les affaires les plus urgentes, mis de l'ordre dans ses tiroirs et ses casiers, comme avant un départ en vacances. Cet après-midi-là, on est resté plutôt silencieux. L'heure de sortie avait été avancée à 16 heures. Peu avant, quelqu'un a appelé en Extrême-Orient. Il a composé plusieurs numéros, mais personne n'a répondu. Il devait être minuit passé là-bas. Blême, il a raccroché en disant « Ça ne répond pas au Japon, nulle part ». Mais personne ne l'a écouté. La nuit, cette nuit définitive qui mordait sur les méridiens les plus orientaux du globe, semblait cette fois-ci ne plus avancer seule. Elle devait être secondée dans sa marche par d'énormes griffes ou par quelque chose d'apparenté, et ce phénomène devait la serrer, débrancher, déraciner tout sur son passage. Pour la dernière bataille, les guerriers de Gengis Khan avaient dû se lever de leur tombe et se remettre en marche. Un peu plus tard, un peu plus loin dans les bureaux, une autre voix s'est fait entendre. « Manille, Manille ne répond pas, c'est curieux. » Alors, sur le ton de l'habitude, une jeune femme s'est levée et elle a prononcé des mots que l'on redoutait. « Bon, il faut que je file.
Les gosses vont m'attendre à la crèche. Chacun l'a saluée. Elle a saisi son sac à main, passé l'anse par l'épaule droite et chaussé des lunettes de soleil. À son tour, elle a salué, adressé en tremblant un petit signe à une collègue plus intime, puis elle s'en est allée. La porte a claqué sur elle. Peu après, un autre employé a lancé à la cantonade « J'y vais, je n'y tiens plus par cette chaleur. » Le jour de la fin du monde, dès le milieu de l'après-midi, il y a eu affluence dans les transports publics. On s'est battu pour obtenir un taxi, on s'est insulté dans le métro. Chacun se hâtait. Chacun avait diverses choses à régler, des livres à rendre à la bibliothèque, des factures à expédier, sans oublier du rangement à faire chez lui, arrosage du jardin, poussière sur les meubles, etc. Il y a eu foule dans les couloirs du métro et les contrôleurs s'en sont mêlés qui flairaient un regain de fraude. Leur présence ici et là a accentué l'énervement des uns, c'est que l'heure tournait. Beaucoup, avant la fermeture des boutiques, voulaient faire des emplettes pour le repas du soir. Ce soir-là, alors que les terrasses des cafés se vidaient rapidement, les journaux ont tiré une édition spéciale que personne n'a eu le temps de lire. Leurs titres étaient sensiblement les mêmes. Nouvelles de dernière heure, dernière heure. Ce soir-là, le chef de l'État est apparu sur les écrans de télévision. Il a prononcé une brève allocution pour remercier ceux qui lui avaient accordé leur confiance et lui avaient permis d'engager des réformes courageuses, indispensables. Ensuite, on a entendu l'hymne national. Les programmes ont repris leur cours habituel. Mais le soir de la fin du monde, rares étaient ceux qui avaient allumé leur téléviseur. Des bouchons se sont formés très tôt sur le boulevard périphérique, tandis que les ombres s'allongeaient sur les places. Les files d'attente se sont multipliées devant la station-service. Bientôt, tous les grands axes autour des villes n'ont plus été qu'une procession sans fin d'ambulances, de voitures particulières. Le soir de la fin du monde, on a vu de longs embouteillages de corbillards que suivait le cortège des voitures de famille. Des milliers ont porté en terre ceux qui avaient devancé les échéances. Ceux-là, après avoir rangé leur appartement, fermé le portillon de leur pavillon, confié les clés, la garde du chien et des plantes à des voisins qui avaient tenu à rester jusqu'au bout, avaient à cœur d'être inhumés dans la tradition, en présence des leurs, sans précipitation. Quant aux voisins qui avaient tenu à rester jusqu'au bout, ils ont constaté sur le coup de 22 heures que l'eau ne coulait plus au robinet. Ils avaient beau avoir été prévenus, cela leur a fait un choc. Ce soir-là, le ramassage des ordures a eu lieu plus tôt que d'habitude. Les bennes, qui avaient le plus grand mal à se frayer un chemin entre les corbillards, devaient avoir réintégré leur dépôt à 23 heures. En milieu de soirée, les auditeurs férus d'ondes courtes ont constaté que l'on ne captait plus ni Radio Téhéran, ni Radio Moscou, ni aucune autre station de ces longitudes-là. Djibouti ne répondait plus au téléphone. Jérusalem venait d'entrer à son tour dans le silence. Les voisins ont été privés d'électricité vers 23 heures. Pendant quelque temps, les radios locales ont encore diffusé de la musique légère ou du jazz. Les programmes de télévision ont cessé, comme chaque jour, peu avant minuit. Un écran neigeux leur a succédé. Alors, dans les dernières minutes du jour de la fin du monde, quelques solitaires se sont accoudés au balcon, en considérant les rues inertes et chaudes parcourues à des vitesses folles par des corbillards qui revenaient à vide du cimetière pour être eux aussi à l'heure au dépôt. Merci pour votre attention. Děkuji za vaši pozornost. Abych se také dovolil autorovi poděkovat, zejména za to povzbudivé završení jeho dnešního čtení. A chtěl bych vás vyzvat, jestli tady někdo máte nějaké
nějaké otázky, tak teď máte jedinečnou příležitost autorovi položit. Budu podávat mikrofon, aby nás slyšeli taky vaši kolegové na internetu. To vysílám na internetu, takže prosím, ptejte se. Čekám 4 vteřiny, nikdo se nehlásí, nevydržím. Dobrý večer. Děkuji vám za vaše tragikomické čtení a chtěl bych se zeptat, v našem městě jste možná 24 hodin, viděl jsem vás tady sedět včera. Co za inspirativní moment, co za situaci, čím jste se nechal unést ve své fantazii, možná, že byste nám něco povyprávěl nebo přečet? Myslel jste inspiraci tady ve městě? Od příletu. Non, non, désolé, je n'ai rien écrit pour l'instant depuis mon arrivée en République tchèque. Je mi líto, ale vůbec nic jsem nenapsal od té chvíli, co jsem přiletěl. J'ai vu des millions de choses, mais que je... Rien qui soit extraordinaire et qui mérite d'être raconté, rien en particulier. Viděl jsem spoustu věcí, ale neviděl jsem nic zvláštního, nic, co by stálo za to udržet si v hlavě. Alors, j'avais lu que Brno était la ville natale d'un écrivain connu pour son ironie, qui a beaucoup d'ironie. Et justement, j'ai trouvé que les habitants de Brno, ce que j'ai vu, étaient très sages et très mesurés dans leurs paroles, dans leur sourire. Dověděl jsem se, že Brno je rodiště jednoho spisovatele, který vešel ve známost díky své ironii. Je to určitá souvislost určitě mezi obyvateli města Brna a tímto spisovatelem, protože jak jsem měl možnost vidět, pozorovat, tak Brňané jsou velice odměření v tom, co říkají, jak se smějí. Et je me suis demandé si les gens étaient toujours comme ça, même quand ils sont amoureux, ou même quand ils commettent un crime. A kladl jsem si otázku, jestli se lidé takto chovají, i když se zamilují, nebo i když spáchají nějaký zločin. Poprosím vás o stručný, přeložitelný dotaz. Bonsoir. Možná ten klíč k tomu, aby ta atmosféra byla vřelejší, i když třeba nebudete tolik mluvit o České republice v Brně. Takže se chtěl zeptat, hodně lidí v Brně má určitě poměrně přesnou představu o tom, co to je, když se řekne limuzína. Já bych se spíš ale chtěla zeptat, když bychom v Brně chtěli snít ne o limuzínách, ale o limuzínu, co si rodák z této části Francie sám o své rodné kraji spíše vybaví. A když už jsem u té regionální otázky, tak bych přidal ještě tu festivalovou váš vztah k moravskému národu, Savojcům, Venetojcům a Sasanům.
donc c'est la, si j'ai bien compris, il y a une question chaque soir sur la région d'origine de l'écrivain. A jestli jsem tomu správně porozuměl, tak každý večer tady vždycky jedna otázka na kraj původu každého spisovatele. Effectivement, limousine, ça peut être en français une grande voiture. C'est aussi une race de vache. Limuzína může ve francouzštině znamenat jak typ velkého vozu, tak je to rasa nebo druh krávy. Et c'est vrai que cette région-là a donné plusieurs mots à la langue française. Tenhle kraj dal francouzštině celou řadu výrazů. Ma ville natale, qui est Limoges, est devenue en français un verbe. A mé rodné město, kterým je tedy Limoges, dalo francouzštině jedno sloveso. On dit limoger quelqu'un, c'est l'envoyer au fin fond du pays ou le destituer. Limožovat někoho znamená odeslat někoho na samý konec světa, donutit ho, aby opustil své místo, vyhodit ho. Ça vient de la Première Guerre mondiale, où certains généraux s'étaient mal battus et on les a envoyés à Limoges, c'est-à-dire au fond du pays. Původ to má v první světové válce, kdy celá řada francouzských generálů špatně bojovala a po skončení války tedy byli odesláni, byli sesazeni a odesláni do Limoges, to znamená na konec světa. Et pour finir cette première réponse, j'aime beaucoup ma région, mais je crois que la plupart des Français, enfin, depuis 500 ans, on nous a obligés à penser que la France était un pays très centralisé, avec une capitale qui est Paris, où il y a tout, et on nous a un peu mis dans la tête que les régions n'existaient pas, donc on fait pas tellement attention, je fais pas tellement attention à ma région, je sais pas, c'est l'Alsace ou le Limousin ou l'Auvergne, pour moi c'est un peu pareil. Samozřejmě k svému rodnému kraji mám určitý vztah, ale už 500 let tomu je, co nám do hlavy vtloukají, že Francie je jenom jedna a že všechno se děje v Paříži, všechno nejlepší se najde v Paříži, takže já si to samozřejmě, já samozřejmě vaši otázku chápu, ale zkrátka dobře, je mi úplně jedno, jestli je někdo z Limuzínska, z Alsaska nebo odkudkoliv odinut. Donc, la deuxième question, quelle est votre relation au peuple morave ou, comme monsieur l'a formulé, à la nation morave? Les relations sont excellentes. Jsou výtečné. Mezi mnou a moravským. Je reste diplomate, mais je n'ai pas de... Non, enfin, c'est une question piège, donc je sors mon joker. Já samozřejmě chápu, že to je taková past na mě. Vytahuji svého asi žolíka. Plus sérieusement, je crois que un Français est quelqu'un qui a une mauvaise vue et on ne fait pas tellement la différence entre les gens de Bohême et les gens de Moravie. Parce qu'on a une mauvaise vue et puis on habite loin. U nás ve Francii špatně vidíme, jsme krátkozrací a bohužel nevidíme přesně rozdíl mezi
lidmi, kteří jsou z Čech a lidí, kteří jsou